L'enregistrement a démarré, donc coupez bien vos caméras pour ceux qui ne souhaitent pas apparaître sur cet enregistrement. Monsieur Beignet, on vous laisse la parole. Bonsoir Morgane et merci de cette disponibilité. Ce webinaire est organisé avec France Silva Puy-de-Dôme et France Silva Loire et bien sûr France Silva Haute-Loire puisque le parc est à cheval sur ces trois départements. Je voulais souligner le travail important qui avait été fait par le parc et particulièrement par Morgane qui a fait un travail, vous savez, très important sur les travaux forestiers et sur les aides que l'on peut donner aux forestiers. Parce que le parc, bien sûr, il y a de la biodiversité, bien sûr, il y a de l'écologie, bien sûr, il y a des promenades, mais il y a aussi de la production de bois. Et donc, il y a eu un travail qui a duré presque 6 mois, on va dire, et qui a été très, très travaillé. Vous allez voir que les travaux ont sorti des résultats très favorables pour les forestiers. Et donc, comme ça a été calé maintenant, que c'est officiel, les trois Francilva, Puy-de-Dôme, Loire et Haute-Loire ont pris l'initiative de vous envoyer un lien afin de bénéficier en direct et être les premiers à connaître toutes ces aides qui peuvent venir de par le parc et faire un lien avec les gens du parc qui vont pouvoir après répondre aux réponses particulières d'entre vous. Alors merci Morgane pour tout ce travail et je vous redonne la parole. Merci. C'est très gentil, merci. Et bien, un grand merci à Vianney quand même qui avait initié ce travail déjà il y a 3 ans, qui était mon prédécesseur au parc et qui avait fait le gros du travail, hein. Moi, c'était finalement une petite mise à jour et grâce à votre participation à tous d'ailleurs, puisqu'il y avait des représentants aussi de France Silva et de l'association de propriétaires pour ces travaux, d'avoir fait remonter les difficultés par rapport à l'utilisation du dispositif pour qu'on puisse l'améliorer. Et je vais laisser Nathalie Boudoul, vice-présidente en charge de la forêt au parc, vous présenter un petit peu les enjeux et le contexte de la forêt sur le parc et pourquoi ce dispositif. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci, Monsieur Beignet, pour cette introduction et cette reconnaissance du travail des équipes qui est très important. Parce que sans eux, c'est vrai que, eh bien, on n'en serait pas arrivé là, que ce soit Vianney dans un premier temps et Morgane qui a repris un flambeau derrière. Donc, comme vous le savez, l'enjeu forestier de taille sur le territoire du parc, 190 000 hectares de forêt, un taux de boisement à 55%, ce qui représente 20 points de plus que les moyennes nationales et régionales. Et comme vous l'avez dit, Monsieur Beignet, le bois, eh bien, effectivement, il y a de la biodiversité qui est liée avec, mais on est aussi sur une ressource locale des plus importantes. La filière induit 900 emplois directs rien que sur le territoire du parc Livradois-Forez. Les forêts, c'est aussi des paysages, c'est aussi notre cadre de vie. Donc nos forêts, si on regarde, si on fait un petit schéma sur la composition de nos forêts, elles sont essentiellement résineuses. On peut simplifier le paysage forestier en disant que nous avons un tiers de sapinières hêtraies, un tiers de plantations résineuses, épicéas, douglas, souvent issus du Fonds forestier national, et un tiers de feuillus d'hiver avec un peu de pin sylvestre. Si on regarde l'efficacité du groupe local et la force du dispositif Silvact, le premier intérêt de Silvact est de travailler localement en fonction de contextes particuliers. On va ici s'appuyer sur la cohérence géographique du massif forestier, au-delà des frontières administratives, en tenant compte, bien sûr, des enjeux propres et en s'appuyant sur la filière locale. Comme vous l'avez dit, Monsieur Beignet, le parc, travaille sur une logique de massif. On est sur 3 départements. On a 126 communes qui sont sur le Puy-de-Dôme, 41 communes qui sont sur la partie Haute-Loire, 8 communes sur la partie Loire. Et donc, ces aides Silvact sont proposées à tous les propriétaires
ayant des parcelles, sur les communes ayant adhéré et approuvé la charte. Aujourd'hui, je vais avancer un tout petit peu plus. La communauté d'agglomération du Puy, travaille aussi sur un projet sylvicole territorial qui concerne donc une partie du parc. Et les 2 projets sylvicoles sont travaillés conjointement entre l'agglo et le parc pour qu'ils fonctionnent bien sûr en bonne synergie, lisibilité et bonne lisibilité pour les propriétaires. Je me permets de mettre tout de suite ça sur la table parce que je sais que les questions ne vont pas tarder à remonter après derrière en direct. Comme il vous avait été noté dans l'invitation, sur les 3 premières années de travail que nous avons eues, c'est 173 000 € qui sont redescendus au niveau des propriétaires et c'est 400 hectares de travaux qui ont été accompagnés. Pour revenir à l'action du parc, donc le parc reste donc un tisseur de liens entre les différents acteurs forestiers du territoire. Donc il apporte des habitudes de travail, une capacité de décision politique et une expérience d'action partenariale et collective avec les acteurs locaux. Mais chez nous, le succès et l'efficacité du dispositif Sylvact tient surtout au groupe de travail local mis en place pour établir notre plan sylvicole territorial. Ce groupe a très vite été efficace, constructif, bienveillant, et j'appuie sur ce terme bienveillant parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est important, de savoir s'écouter, de savoir partager les idées des autres et d'arriver à trouver des compromis, parce qu'il a fallu trouver des compromis, et surtout en relation avec le terrain, comme l'a dit Morgane, c'est grâce aux remontées que l'on a eues du terrain qu'on a pu améliorer, qu'on a pu peaufiner ce travail. Donc ce travail collectif, que les aides Sylvact et leurs modalités répondent aujourd'hui parfaitement aux enjeux de notre propre territoire, aux objectifs du parc d'accompagner les sylviculteurs qui ont des pratiques sylvicoles durables, respectueuses des écosystèmes et des paysages. Merci Morgane, je te Nathalie. rends la parole. Oui, merci Nathalie pour ce repositionnement du contexte que vous allez voir est important pour bien comprendre quelles sont les aides qui ont été proposées. Donc, je vais revenir très rapidement sur l'association Sylvact, parce que là aussi, c'est des éléments de contexte qui expliquent un petit peu les types de travaux qui sont accompagnés et les ambitions du parc qui sont partagées par Sylvact sur ce dispositif. Donc, très rapidement, Sylvact, c'est une association de loi 1901 qui a été créée en septembre 2015. Elle est aujourd'hui reconnue d'intérêt général et elle agit comme une interface de financement entre des entreprises, des collectivités, des citoyens, et notamment des entreprises qui aujourd'hui s'engagent dans des politiques RSE, par exemple, et qui souhaitent s'engager pour le développement de leur territoire avec une spécificité qui est qu'aujourd'hui, avec le dispositif Sylvact, qui est à la base régional, je le montrerai un petit peu après, un financeur peut choisir d'accompagner préférentiellement son territoire à lui pour rester dans sa dynamique aussi locale. Donc c'est vraiment une aide financière qui est mise au point ici pour encourager, renforcer, accompagner le développement des pratiques qui sont jugées localement importantes ou prioritaires. Et ça, ce sont des choses qu'on a définies ensemble avec vos représentants, avec les représentants du CRPF, de l'ONF, des entrepreneurs de travaux, voilà, vraiment tous les acteurs de terrain. Je ne vais pas tous les citer, sinon on n'arrivera pas au bout de l'heure. Mais globalement, au niveau de Sylvact, il y a aussi des gens qui se sont engagés dès le départ. C'est toute la série de logos que vous voyez. Donc, vous voyez que certes, il y a des associations plutôt environnementales, mais il y a aussi derrière tous les représentants aussi des propriétaires forestiers publics et privés. Il y a aussi des organismes de recherche ou encore la filière tout simplement. Donc l'objectif vraiment de Sylvact à travers ces enjeux-là, ces aides-là, c'est vraiment d'aller favoriser des dynamiques de régénération naturelle, d'essayer de diversifier des essences et des classes d'âge, de sélectionner, d'accompagner les arbres qui feront la forêt de demain, en tout cas d'aller rechercher une amélioration dans la qualité des peuplements. Évidemment, de venir enrichir quand la régénération naturelle est insuffisante, avec le souci de préserver les sols et d'avoir aussi de la conservation d'arbres remarquables ou en tout cas intéressants pour la biodiversité. Donc ce sont vraiment des aides qui, au-delà
de venir accompagner une filière, puisque l'enjeu de Sylvax, c'est bien de sortir du bois et d'aller commercialiser ce bois, mais avec une plus-value paysagère et environnementale qui justifie l'implication d'une structure qui est reconnue d'intérêt général. C'est là aussi la porte d'entrée de financement des entreprises qui viennent un petit peu financer ces aides. Très rapidement, pour vous dire qu'on n'est pas le seul PST, comme l'a dit Nathalie, la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay travaille aussi sur un PST. Il y en a d'autres sur les territoires. Donc voilà, on est assez représentatif. Donc Nathalie, vous parlez de 173 000 € d'aides versées sur le territoire du parc. On est un des PST, les plans sylvicoles territoriales, pardon, les plus actifs, puisque vous voyez qu'on est à peu près aujourd'hui à 500 000 € d'aides versées sur les 25 massifs partenaires. Donc on est plutôt bien actif. Vous avez plutôt bien bénéficié de ces aides. Donc c'est plutôt positif pour le territoire. Voilà. Je vais passer maintenant plus vraiment sur la partie qui vous intéresse plus concrètement, qui sont les itinéraires et les aides. Il y a beaucoup de choses, les diapos sont assez denses. Je ne pourrais pas forcément dans l'heure impartir pour vous laisser la parole à la fin, rentrer dans le détail. Vous aurez tous les contenus et tous les documents sont aussi sur le site internet, donc vous pourrez les retrouver facilement. Donc un rapide historique de la démarche, comme l'a dit Nathalie, ça a été élaboré il y a déjà un peu plus de 3 ans. On a déjà fait un cycle de 3 ans puisque les aides fonctionnent par engagement de 3 ans auprès de Sylvact. Je vois Monsieur Beignet, vous levez la main, peut-être que vous vouliez ajouter un petit point. Votre micro est coupé. Excusez-moi. On ne voit pas de diaporama pour l'instant à l'écran. Vous n'avez pas? Non. Est-ce que... On vous voit, on vous entend, mais on ne voit pas de diaporama. D'accord, chez moi, il est bien partagé. Nathalie, est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Chez moi aussi, j'ai ton diaporama. Toi, tu as le diaporama. D'accord. Je vois dans les commentaires, il y en a d'autres qui le voient. Alors des fois, il y a un léger décalage, ça peut arriver quand les connexions ne sont pas très bonnes. Voilà, dans les commentaires, je vois que j'ai que des personnes qui le voient. Peut-être ce qu'on peut faire, si vous le voulez bien, éventuellement au niveau des invités, c'est couper vos caméras pour que, voilà, si c'est un souci de connexion, que tout le monde puisse... Voilà, ça limite les bandes passantes en fait quand il y a moins de vidéos, ce qui peut permettre à ceux qui ont des petits soucis de mieux voir le diaporama. Voilà, je vois que a priori, il y en a qui ne le voient plus non plus, visiblement. Là, le problème, c'est que si je le départage, le temps qu'il recharge. Alors, ça arrive sur certains posts qu'il y a des petits décalages, donc il devrait revenir. Je vais essayer d'être assez concise. L'envoyer par mail, il est assez énorme, il faut faire un lien. Il faudrait que j'ai les mails de tout le monde, ce que je n'ai pas. Ça va être un peu compliqué. Je vais essayer de continuer. Si le problème persiste, on essaiera de trouver une solution. N'hésitez pas à revenir vers moi si vraiment voilà, il y a trop de gens qui ne l'ont pas. Je vois qu'à part une ou deux personnes, j'ai que des retours plutôt positifs. Donc je vais essayer de continuer comme ça. Je suis désolée pour les quelques-uns qui ont un petit souci technique. Donc pour reprendre sur l'historique de la démarche, donc effectivement, on a passé le premier cycle de 3 ans. Donc en fin d'année dernière, on a commencé, enfin même en début d'année dernière, à retravailler ce programme avec les acteurs locaux. Monsieur Beignet, oui, allez-y, ouvrez votre micro si vous avez besoin d'intervenir. Non? De mettre le lien, je vois qu'on me demande de mettre le lien dans la conversation, le lien de connexion. Là. Sinon, on ne va pas avancer, ça va être compliqué. Je vais essayer d'avancer un petit peu quand même sur ces questions-là. Le lien du document, il n'est pas encore en ligne, donc vous n'allez pas l'avoir en fait si je mets un lien.
Donc très rapidement, du coup, sur cette question de la démarche, pour vous dire que suite aux 3 premières années de mise en œuvre, on a pu faire un premier bilan de ce qui fonctionnait, de ce qui fonctionnait moins bien, de travailler avec tous les acteurs du territoire sur, voilà, il y a eu plus de 200 personnes d'invités sur des groupes de travail pour faire remonter voilà, tous les problèmes, pour vous présenter ce nouveau dispositif. Je vais essayer d'avancer un petit peu plus vite pour rattraper le petit retard. Donc au niveau des itinéraires proposés, ça reprend ce que disait Nathalie, hein, un itinéraire par grand type de peuplement sur le parc. Je vais les redétailler un à un, donc je ne rentre pas forcément dans le détail tout de suite. Sur les sapinières, on est plus sur le travail et sur les traits, sur le travail de la structure irrégulière. Sur les plantations résineuses, on va être plus sur un travail de mélange d'essence, d'accompagnement vers une régénération naturelle, voire une irrégularisation. Et sur les peuplements feuillus autochtones, et là ça inclut les accrus, c'est important de le préciser, on est sur de l'amélioration aussi au niveau qualité des peuplements. Toutes les aides vont être conditionnées à la réalisation d'un diagnostic sylvicole qui doit être réalisé par un professionnel de la gestion forestière agréé. Donc on a des listes, hein, si besoin, des gestionnaires qui sont sur le parc et sur le tour immédiat du parc si vous avez besoin de prendre contact. Voilà, il faut avoir un certain nombre de mesures. Je ne rentre pas dans le détail, il y a un document de préconisations qui ne sont pas des obligations, mais on nous a beaucoup demandé, c'est beaucoup ressorti sur les bilans. Donc, pour accompagner un petit peu, qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement attendre selon les cas de ce diagnostic. Il y a des engagements environnementaux, bien sûr, c'est la fameuse plus-value dont je vous parlais, qui justifie qu'une association reconnue d'intérêt général intervienne pour proposer des financements, notamment au niveau du mélange d'essence, avec une part d'essence autochtone qui est demandée. Là aussi, vous avez la liste des essences autochtones qui est établie par le CBNMC, donc le Conservatoire botanique national du Massif central, donc qui est décliné avec le cas particulier du châtaignier qui n'est pas autochtone par rapport à la date de référence qui est choisie, mais qui est considéré comme naturalisé. Donc tout ça, vous pourrez le retrouver facilement sur le site. Au niveau des bordures de cours d'eau, là aussi, il y a un engagement qui est pris quand on bénéficie des aides Sylvact, c'est de refavoriser l'installation d'une ripisylve naturelle, donc avec des essences qui sont adaptées sur au moins 6 mètres au niveau du cours d'eau. Et donc, on s'engage à pas venir planter dans ces 6 mètres. Et si on a une plantation effectivement qui vient perturber le cours d'eau, c'est d'essayer de venir prélever ces arbres-là de manière préférentielle. La préservation des zones humides est également un engagement que l'on prend quand on bénéficie des aides Sylvact, si on est concerné bien sûr. La gestion des rémanents, là, ça a été une remontée assez importante, puisque l'idée était de ne pas exporter les rémanents et d'éviter les mises en andin pour une répartition homogène du retour de la matière organique des minéraux au niveau des sols. Ça a posé quelques soucis techniques parce qu'on n'est pas forcément équipé pour après faire les entretiens de plantation. Donc un consensus a été trouvé entre tous les acteurs qui se sont mobilisés pour retravailler ce dispositif, soit une mise en petit andin, c'est-à-dire sur une interligne sur deux, ce qui fait que vous avez toujours une rangée de plants qui va bénéficier du retour des minéraux de la matière organique, ou alors un broyage localisé sur les bandes de plantation. Donc les détails techniques sont précisés dans les itinéraires et vous pourrez les retrouver. Conserver des arbres habitat, donc avec un objectif de 4 arbres morts ou sénescents par hectare, plus 4 arbres vivants porteurs de dendromicro-habitat par hectare. Bien sûr, tout ça s'appuie aussi sur votre diagnostic sylvicole en fonction, voilà, vous ne pouvez pas les inventer, ces arbres, s'ils ne sont pas là. Par contre, c'est s'engager à essayer d'en conserver, en tout cas d'essayer d'amener des arbres à arriver à ce niveau-là on va dire, d'intérêt pour la biodiversité. L'amélioration du nouveau dispositif, c'est que le temps passé par votre gestionnaire pour le marquage de ces arbres éventuellement, si vous l'incluez dans son diagnostic ou dans son martelage, il est pris en compte dans les aides Sylvact, donc financé lui aussi.
Voilà, vous avez un document aussi qui reprend un petit peu ces préconisations pour le marquage des arbres à conserver, parce que finalement, on ne s'est pas limité à la biodiversité. On a aussi mis les intérêts pour la régénération, pour la qualité des peuplements, c'est-à-dire repérer aussi les tiges d'avenir. Ça aussi, ça va être pris en compte dans le dispositif. Les autres conditions d'éligibilité communes, Nathalie l'a dit, hein, c'est d'avoir des communes, déjà vos forêts, c'est bien la situation des forêts qui fait foi. Ces parcelles forestières, elles doivent être sur des communes membres du syndicat mixte du parc et qui ont approuvé la charte du parc. Les communes qui sont en attente de classement, c'est-à-dire qui ont adhéré, approuvé la charte, mais qui n'ont pas la labellisation, parce que c'est des processus qui après partent dans les instances compétentes qui prennent un peu de temps et qui dépassent d'ailleurs le simple avis du parc. Celles-là ont bénéficié à partir du moment où elles adhèrent et ont approuvé la charte. Donc il n'y a pas besoin voilà, d'attendre les délais administratifs qui peuvent être parfois longs. Il faut bénéficier d'un document de gestion durable, plan simple de gestion, RTG, CBPS+, avec quelques conditions supplémentaires. Et si vous êtes adhérent d'un groupement forestier, à ce moment-là, c'est une des conditions qui permet que le CBPS+ soit suffisant. Il y en a d'autres, je vais pas les détailler. Si c'est votre cas, on pourra en rediscuter éventuellement. Et pour les forêts publiques, ce sont des forêts qui bénéficient d'un aménagement forestier de l'ONF. Une certification de gestion forestière durable de type PEFC ou FSC. Et la surface de travaux doit être comprise entre 2 et 50 hectares, sachant que vous atteignez ce minimum de 2 hectares, pas forcément avec des parcelles contiguës, pas forcément avec des parcelles sur la même commune, voire même sur des départements différents. Et vous pouvez aussi vous regrouper entre vous pour atteindre ce seuil minimum de 2 hectares. Voilà, donc il y a des solutions possibles pour adapter les aides à la micropropriété, entre guillemets. Voilà, je vais passer un peu rapidement sur ces points-là. Si c'est votre cas, on pourra en rediscuter. La subvention, elle est versée sur facture acquittée. On est sur un montant hors taxe des travaux avec bien sûr des plafonds. On est à 70% en forêt privée, 50% en forêt publique, donc des aides qui sont relativement intéressantes au niveau des taux. Voilà, il y a un document qui retrace un petit peu tout ce que je vous ai dit, qui est aussi disponible sur le site internet, avec vraiment tous les détails que vous retrouverez assez facilement. Et je vais vous présenter plus particulièrement les itinéraires, parce que le temps file assez rapidement. Donc, sur les sapinières et traits, on va travailler, comme je vous l'ai dit, la structure irrégulière et le mélange d'essences, notamment essences autochtones, avec différents travaux éligibles. Donc, le diagnostic sylvicole, dont je vous le disais, celui-ci, il est obligatoire pour bénéficier des aides. Et on va le combiner souvent avec le martelage, voilà, du gestionnaire. Et tout ça comprend le marquage des arbres à conserver, que ce soit pour leur intérêt environnemental ou pour la qualité des peuplements. Le débardage alternatif sur sol non portant, là aussi, la seule différence sur cette aide très précise, c'est que Sylvact ne peut pas financer autre chose que le déficit d'exploitation. Donc là, il faut avoir une vraie volonté de remise en état d'une tourbière ou d'un site particulier qui nécessiterait des conditions adaptées, donc soit du câble-mât, soit du chenillard léger, soit du débardage à cheval. Donc ça, c'est un cas très précis qui concernera assez peu d'entre vous. Un travail du sol superficiel localisé, là aussi, soit pour la végétation concurrente, soit pour favoriser un petit peu la régénération. Donc 1 000 € maximum par hectare parcouru. Ce qui peut être intéressant, c'est les compléments de régénération en enrichissement, qui là permettent dans les sapinières hors station, qui doivent être confirmées comme telles par le diagnostic, d'introduire 70% d'essence alloctone pour aussi commencer à aller vers un autre type de peuplement par rapport au changement climatique. Tout ce qui va être travail sur la régénération naturelle également va être financé par Sylvact, donc tout ce qui est dégagement, nettoiement ou dépressage. Voilà un petit peu pour ces aides-là. Le cas des sapinières hors station, pour vous le redétailler, puisque c'est une préoccupation importante sur le territoire. Donc le diagnostic stationnel, comme je vous le disais, doit venir confirmer tout ça. Possibilité
de venir mettre au moins, enfin jusqu'à 70% des plants introduits en essence alloctone, donc venir potentiellement mettre un petit peu autre chose que la simple liste des essences autochtones sur laquelle on est limité quand le peuplement est en bonne santé. Et on se met la possibilité de mettre toutes les essences prévues par l'arrêté MFR sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, mis à part le robinet et le chêne rouge, puisqu'il figure aussi sur la liste des espèces exotiques envahissantes en Auvergne. Donc à ce titre-là, ils sont exclus de tous les dispositifs Sylvact. Vous avez une petite fiche qui récapitule un petit peu tout ça. Voilà, vous retrouverez un petit peu ces éléments. Sur les futaies résineuses artificielles, donc là, on parle bien sûr des plantations qui sont composées à plus de 60% d'épicéa, ou Douglas, ou pin sylvestre, ou mélèze, ou un mélange de tout ça. Et là, on va essayer plus de travailler sur le mélange d'essences. On peut comprendre l'intérêt quand on voit aussi des plantations monospécifiques qui souffrent un petit peu des conditions climatiques ou tout simplement des attaques de scolytes. Et l'idée là, ça va être aussi d'essayer de s'appuyer sur une régénération naturelle pour renouveler et régulariser éventuellement les peuplements si on le souhaite. Les aides, ça revient un petit peu au même en type de travaux qui vont être aidés en termes de diagnostic, de martelage, de débardage, de travail du sol, de compléments de régénération. La petite différence ici, c'est qu'on accompagne aussi l'élagage jusqu'à 6 mètres. Mais l'élagage des tiges d'avenir uniquement, donc de 250 à 300 tiges par hectare, pour aller vraiment viser la qualité et aussi concentrer nos efforts sur ces tiges d'avenir. Le reboisement mélangé après coupe à blanc est réservé bien sûr au cas d'impasse sylvicole, où là on reste sur les options dont je vous parlais tout à l'heure pour la gestion des rémanents, qui sont des nouvelles options pour ceux qui connaissaient déjà un petit peu le dispositif. Et ce qui est demandé, c'est de mettre ensuite au moins 30% de mélange d'essence dans ces reboisements-là. Donc faire bien attention aussi sur ce cas bien précis du dispositif, qu'il doit bien être confirmé par le diagnostic stationnel. Donc ne réalisez pas votre coupe avant de faire votre demande, sinon on est bien en peine pour justifier l'impasse sylvicole et du coup ça bloque un petit peu au niveau des aides puisqu'on n'a plus les moyens de le justifier. Donc il faut bien l'anticiper. Voilà, sur les mises en andin, je passe rapidement, mais il y a quand même des préconisations par rapport au cours d'eau qui faisaient partie du consensus qui a été établi, puisqu'on est quand même le seul dispositif à financer au niveau de Sylvact, si je ne dis pas de bêtises, des reboisements et des mises en andin. Donc bien sûr, il y a eu un consensus à trouver pour justifier de notre cas particulier qui est celui-ci. Voilà, pareil pour le broyage et pareil la petite fiche que vous retrouverez sur le site internet. Pour les peuplements feuillus, la grande nouveauté, donc on travaille sur la qualité ici, la grande nouveauté c'est d'être passé d'un itinéraire qui était réservé aux chênaies, un dispositif qui est ouvert à tout peuplement feuillu autochtone, accru compris. C'est-à-dire qu'on peut maintenant avec Sylvact travailler une parcelle d'accru et pareil, éventuellement, venir enrichir plutôt que d'avoir à tout broyer, travailler le sol et replanter, ce qui est plutôt onéreux, parfois un peu risqué aussi sur les paris qu'on fait. Donc, essayer de travailler avec l'existant. Donc là, on reste aussi sur les mêmes types de travaux. Avec toujours la petite fiche spécifique à l'itinéraire pour vous y retrouver. Et dans tous les cas, voilà, faut pas hésiter à prendre contact avec nous pour qu'on discute de votre cas particulier et vérifier que ça rentre bien dans la petite case et vous accompagner à remplir le document si besoin. Je suis là pour ça. Voilà, quelques chiffres, ça a été dit, hein, on a validé plus de 50 dossiers d'aide, plus de 173 000 € qui ont été versés pour plus de 400 hectares de travaux, majoritairement sur les sapinières et sur les plantations résineuses, et parfois des dossiers qui sont un mix des deux, puisque ce que je ne vous ai pas dit aussi, au-delà de la possibilité de regrouper des parcelles qui ne sont pas contiguës, pas sur les mêmes communes, pas sur les mêmes départements, voire qui n'appartiennent pas aux mêmes propriétaires, vous avez aussi la possibilité sur un même dossier d'aide d'aller combiner différents itinéraires et différents travaux.
Donc c'est un dispositif assez souple et ça, on a eu plutôt des bons retours, sur ce plan-là. Un seul dossier feuillu qui était en cours et qui n'était pas validé au moment où on a fait les bilans, qui portait sur 5 hectares de travaux et 3 000 € d'aide. Voilà. Rapidement, pour pouvoir vous laisser un peu de temps pour les questions, comment on dépose une demande d'aide? Alors là aussi, vous avez un petit document qui vous l'explique et en cas de besoin, je suis là aussi. Donc les dispositions un petit peu, générales qui sont plus des dispositions financières sur comment, Sylvact répartit finalement ses financements, c'est du 1er mai au 30 avril. Voilà. Les demandes, elles sont traitées au fur et à mesure de leur réception par Sylvact. Et la décision, d'attribution, elle se fait au niveau de Sylvact. Donc nous, au niveau du parc, on vous accompagne, on anime le dispositif sur le territoire, mais c'est Sylvact qui garde la main sur ses aides et ses financements. La réponse se fait dans un délai de 4 mois maximum, sachant qu'en général, ils sont plutôt autour d'1 mois, donc on a une réponse assez rapide. Le montant, maximum des aides par, bénéficiaire, il est 10 000 € par propriétaire et par an. C'est-à-dire que vous pouvez déposer plusieurs demandes. Si vous déposez une demande en 2022, vous aurez encore le droit de déposer, une autre demande en 2023, en 2024. Tant que vous ne dépassez pas, pour votre compte, c'est 10 000 € par an. Donc, vu le type de notre propriété, il y a assez peu de chance. Donc, vous n'êtes pas spécialement limité, sur, voilà, les quantités de demandes que vous pouvez faire. Votre demande, ou vous la faites, sur papier, vous l'envoyez par courrier, à Sylvact, soit, pour ceux qui sont un peu plus à l'aise avec les outils informatiques, il y a un formulaire en ligne que vous pouvez remplir, pour aller un peu plus vite. Globalement, ce qui vous est demandé par Sylvact, ça va être un plan de situation des surfaces qui vont être travaillées et un plan cadastre. Donc un plan hygiène, un plan cadastre en identifiant, si vous ne travaillez pas l'intégralité de la surface de la parcelle, les zones qui vont être travaillées, les listes que vous allez, enfin la liste des parcelles que vous allez travailler et qui doivent être inscrites donc dans le document de gestion durable qui fait l'objet finalement de la demande, enfin qui font pour les différentes parcelles. La copie de votre attestation de certification de gestion forestière durable PEFC ou FSC. Vos devis pour les travaux avec un petit point d'alerte que je vous fais parce que ça arrive qu'il y ait des oublis. Pensez à ajouter votre diagnostic à votre demande d'aide parce que lui aussi est financé. Donc c'est pas parce qu'il est obligatoire que vous êtes obligé de le faire avant de déposer votre demande d'aide. Ça c'est important parce qu'il y a toujours 70% sur ce devis à récupérer, donc c'est intéressant quand même. Un RIB au format IBAN pour le versement des aides pour la suite. Pour les dossiers groupés, pour ceux qui se regroupent entre eux, le mandat des propriétaires concernés par la demande qui vont choisir un interlocuteur pour porter le dossier. Un petit point d'alerte, c'est que si vous déposez un dossier commun, vous êtes sujet en cas de contrôle à un contrôle commun, au moins pendant les 6 premiers mois après la réalisation des travaux. Donc, regroupez-vous, mais faites-le avec des gens en qui vous avez confiance ou faites-vous aider par vos associations si c'est possible. Voilà. Pour les collectivités, il faudra la copie de la délibération qui autorise la demande d'aide Sylvact. Donc ça peut prendre des petits délais pour les propriétaires publics, donc pensez-y un petit peu en amont. Voilà, le petit point d'alerte sur le diagnostic. Et un autre point important, c'est que les travaux ne doivent pas être terminés avant la réponse de Sylvact. Qu'ils soient débutés, ce n'est pas un gros problème. Mais il ne faut surtout pas que ce soit terminé facturé avant la réponse. Et dans l'idéal, pour éviter tout problème, mieux vaut attendre la réponse de Sylvact qui est très rapide pour commencer ces travaux. Le versement de l'aide, il est assez simple. Si la décision est favorable, vous recevez un numéro d'enregistrement. Vous disposez, à partir du moment où vous recevez cette réponse favorable, d'un délai de 2 ans pour présenter votre demande de versement, qui se fait sur la facture acquittée. Donc vous avez globalement quasiment 2 ans pour faire vos travaux, ce qui permet aussi d'anticiper des éventuels problèmes de fourniture en plan qu'on peut connaître aujourd'hui, ou des soucis de main-d'œuvre, ou de report pour X, Y raison, Covid, etc.
Voilà, sachant que s'il y a un gros souci majeur, je pense qu'on arriverait à le justifier et à pas vous faire perdre votre dossier. Mais voilà, essayez bien de respecter ce délai de 2 ans. Il est déjà très large, donc normalement, ça fonctionne bien. Le virement bancaire, il se fait sous 4 mois maximum à partir du moment où vous avez déposé votre demande de versement. Donc là encore, des retours qui peuvent aller généralement bien plus rapidement que 4 mois. Mais c'est 4 mois maximum, donc vous savez que l'avancement de trésorerie, il n'excédera pas ce délai-là. Donc ça, c'est important de le savoir. Les pièces justificatives, les factures acquittées. Voilà. Et puis, si besoin, la copie du programme de coupe et des travaux pour montrer que c'était bien conforme aux travaux réalisés avec la demande d'aide. Donc les contrôles, j'en parlais tout à l'heure. Vous avez un premier contrôle à l'éligibilité du dossier. Donc on vérifie que votre proposition au niveau de Sylvact est conforme au plan sylvicole territorial qui est proposé. Dans un délai de 6 mois maximum après la réalisation des travaux, vous pouvez avoir un contrôle de terrain, là aussi, de la part de Sylvact. Nous, on arrive vraiment qu'en amont sur ce dispositif. Et donc, c'est là que vous êtes lié éventuellement si vous êtes regroupé sur un seul dossier commun. Et ensuite, de 6 mois à 10 ans après le versement, puisqu'on s'engage pendant 10 ans à suivre l'itinéraire pour lequel on a reçu les aides, vous pouvez toujours avoir un contrôle de terrain, là, qui va être plus sur la bonne tenue de l'itinéraire que sur la réalisation des travaux qui, là, est passé. Donc, je vous rassure, il n'y a eu à ce jour aucun contrôle qui a posé problème chez nous. Donc, voilà, aucun propriétaire ne s'est retrouvé dans l'obligation de rembourser les aides. Et puis, comme je vous le dis, il y a aussi le diagnostic qui vient appuyer votre parcours et qui peut justifier éventuellement de certains objectifs non atteints, notamment en termes d'arbres à conserver pour la biodiversité, notamment dans les plantations résineuses où on ne trouve pas toujours facilement ces individus-là. Voilà un document utile qui représente encore un petit peu toutes ces démarches. Donc tout ce que je vous dis, c'est un peu rapide, je suis désolée. Ça fait beaucoup d'informations, mais vous aurez tous les documents pour reprendre ça à tête reposée, bien réfléchir, et je serai toujours à votre disposition pour répondre à vos questions s'il en reste. Voilà. Je vous remercie de votre attention. J'espère que ça n'a pas fait trop d'informations d'un coup. Je vais activer vos micros pour que vous puissiez prendre la parole. Donc, on va essayer on est nombreux, donc on va essayer voilà, de faire ça en bonne intelligence. Alors, je vais essayer de remonter pour vous ouvrir vos micros. Voilà. Donc, vos micros sont activés. Alors, je vais essayer de répondre pour essayer de tenir un peu le délai, un maximum de vos questions. Je crois qu'on a du monde de l'agglo du Puy avec nous, s'ils veulent prendre peut-être 2 minutes la parole avant qu'on passe aux questions. Pour parler un peu de leur dispositif. Pour ceux qui sont sur de la Haute-Loire, ça peut vous intéresser, sachant qu'il y aura des choses qui se feront à ce moment-là chez vous. Mais s'il y a quelqu'un à l'eau du puits qui veut dire 2 petits mots, je vais prendre la parole, activer votre micro et puis en dire un petit mot. Sinon, en attendant, je vais essayer de reprendre sur le chat les éventuelles questions. Alors, je vais commencer par prendre les questions du chat et après vous pourrez prendre la parole. Il n'y en a pas énormément. La première, c'est qui peut faire le diagnostic sylvicole. Donc, le diagnostic sylvicole, il est il doit être réalisé par un gestionnaire professionnel agréé. Donc, on a les listes. Le CRPF peut bien sûr faire ces diagnostics, mais vous comprenez bien qu'ils ont déjà beaucoup de travail et qu'ils ne peuvent pas forcément répondre à ces demandes-là. Ce n'est pas une question d'habilitation ou quoi que ce soit, ou de compétences. C'est plus une question qu'il y a déjà beaucoup de missions, qu'on le sait tous que les financements sont vers la hausse. Donc, voilà. Est-ce qu'on dispose de mes coordonnées? Oui, vous les avez sur le site
internet du parc pour m'envoyer toutes vos questions. Voilà. Il n'y a pas de souci. Pour ceux qui veulent recevoir directement le diaporama, faites-moi un petit mail et je vous répondrai. Sinon, on le mettra en ligne sur le site, qui sera à disposition des associations France-Sylva et des groupements de sylviculteurs aussi, qui pourront le rediffuser s'ils le souhaitent. Alors, au-delà des 2 hectares, j'ai une question sur est-ce qu'on a des conditions sur le nombre de sujets ou la densité d'arbres présents sur la parcelle au départ? Non, il n'y a pas de densité minimum ou maximum pour bénéficier des aides. Il faut un état forestier. Donc là, c'est le diagnostic sylvicole qui va le confirmer. Alors, il y a une question sur les potets sans range pour éviter les andins, sont-ils éligibles? Oui, c'est éligible. Tant qu'on peut éviter les andins, c'est tant mieux. Si on ne peut pas, on a ouvert cette porte, mais les anciens dispositifs pour les potets sont toujours là. Voilà. Donc, je vous laisse prendre la parole pour ceux qui ont des questions. Une question, Morgane, est-ce que le broyage est autorisé à la place des andins? Alors, le broyage, oui, broyage localisé sur les lignes de plantation. Il a été convenu que ce serait donc localisé pas en plein sur des bandes de 2 mètres. Les discussions étaient longues pour trouver un consensus technique qui soit opérationnel. Donc, l'idée, c'est de dire que si on fait un broyage que sur les lignes de plantation, voilà, il y a à peu près 30% qui ne va pas être broyé, ce qui est toujours des allers-retours d'engins en moins. Mais voilà, ce broyage-là est possible. Merci. Alors, je reprends le chat. J'ai du mal à voir, je ne peux pas tout avoir en même temps. Nous avons 2 personnes qui ont levé la main, Morgane. Oui. Alors, je ne les vois pas en même temps. Je ne peux pas voir tout le monde avec le chat. Donc, n'hésitez pas à prendre directement la parole sans lever la main. Ça sera plus simple. Comme ça me permet de garder le chat à côté. Oui, bonjour. Je viens d'acheter il y a 2 ans à peu près une parcelle où c'est qu'il y a une coupe rase. Je refais démarrer en régénérescence naturelle. J'y vais avec mon sécateur. J'ai des boulots. Est-ce que je pourrais être aidé pour accompagner les plants? Alors, oui, sur tout ce qui est régénération naturelle, ça va être possible. Après, il faut voir s'il y a suffisamment d'individus pour constituer un peuplement. Et sinon, est-ce que le maximum des enrichissements qui est accompagné par Sylvact, qui est un maximum d'un quart de la surface travaillée, avec maximum 600 plants hectares, si le diagnostic montre que les deux combinés permettent d'obtenir un peuplement à venir, oui, c'est possible. Et dans le cas contraire, non, puisque probablement, comme on ne peut pas prouver l'impasse agricole, même si c'était du coup pas de votre fait, puisque vous avez une démarche d'acquisition de ce sol de bois, ça ne va pas être accompagné dans le cadre de Sylvact. Merci. Donc, il y avait une autre personne qui avait levé la main. N'hésitez pas à prendre la parole parce qu'on est plus de 90 inscrits. Donc... Monsieur Charouin. Sinon, en attendant que quelqu'un reprenne la parole, il y a d'autres questions dans le chat, savoir si on peut faire les travaux par une coopérative. Oui, bien sûr. Vous pouvez tout à fait travailler avec votre coopérative habituelle si vous avez ces contacts-là. Bien sûr, c'est tout propriétaire forestier qui peut bénéficier des aides. Donc, les RTG sont dans la liste d'ailleurs des documents de gestion durable qui sont recevables dans le cadre des aides Sylvact. Ben, ça répond à ma question. Merci. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres, je vois qu'il y a d'autres mains qui se lèvent. N'hésitez pas à prendre la parole parce que j'ai pas tout le monde. Je ne vois pas tout le monde. Madame Fassi, je ne pense pas écorcher son nom. Chantal Fassi.
On peut voir les 90. On peut pas voir. Bien. N'hésitez pas, pour qu'on vous entende, il faut juste activer votre micro en haut à droite. On vous a ouvert la possibilité de le faire, Oui. mais Les personnes qui veulent prendre la parole, n'oublient pas d'ouvrir le micro sur leur écran en faisant tourner ou agiter un petit peu la souris. Le micro apparaît avec une barre et vous cliquez dessus et ça enlève la barre et vous pouvez parler. Hein. Bon, là c'est bon, là? Vous m'entendez? Oui. on vous entend. Oui. Alors, moi, je voulais savoir, pour le diagnostic, j'ai sous les yeux un papier qui mentionne la liste des professionnels de la gestion forestière. Alors, il y a les gestionnaires forestiers, il y a les experts forestiers, il y a également les organismes de conseil en matière de gestion, centres, etc. À aucun moment, je ne vois mentionner Maxime Aubert, qui lui est ex-CRPF, mais aujourd'hui travaille pour le département et pour je sais plus, le département et la Comcom, voilà, la Comcom du Pays d'Ambert. Est-ce qu'il est habilité à faire un diagnostic? Alors, normalement, il est bien dans la liste, dans la partie organismes de conseil où sont listés aussi les conseillers forestiers de l'agglomération du Puy, de la Chambre d'agriculture Haute-Loire, le CRPF. Ah, voilà. Autant pour moi, Oui. il est sur la dernière page, je ne l'avais pas vu. Voilà, il est bien là. Par contre, ce ne sont pas des gestionnaires forestiers, ce sont des conseillers forestiers. Donc, à ce titre-là, ils ne peuvent pas vous faire les diagnostics sylvicoles. Et quand bien même, avec tout le travail qu'ils ont déjà, c'est un peu comme le CRPF, voilà, on ne peut pas mettre ce poids sur eux. Donc là, il faut vraiment passer voilà, par la liste de gestionnaires, soit les indépendants, les experts ou les coopératives. Les trois D'accord. catégories que vous avez au début de la liste. D'accord, ok. Eh bien, vous avez répondu à ma question. Parfait. Sur le chat, on a une question de Pau Valérie. Si le propriétaire réalise lui-même les travaux, l'achat des plans est-il subventionnable? Excellente question. C'est un cas un peu particulier qu'il faut discuter avec Sylvact. Dans tous les cas, il faudra quand même le diagnostic. Vous serez subventionné si c'est possible que sur l'achat des plans. J'avoue que c'est un cas un peu particulier qu'il faudrait rediscuter avec Sylvact. Je pense que ça peut fonctionner dans la mesure où il y a quand même une facture là pour l'achat des plans. Il faut que je relise les petites lignes avec Sylvact, on ne s'est pas défini sur Il y a une question dans le chat de savoir si quand on est en cours d'achat d'un terrain, est-ce qu'on peut faire sa demande tout de suite ou est-ce qu'on attend d'être propriétaire? De toute façon, vous ne pourrez pas déposer votre demande à Sylvact avant d'être propriétaire. Par contre, si vous êtes dans le cas où le propriétaire va faire une coupe à blanc pour une impasse sylvicole, on peut peut-être essayer, si le propriétaire en est d'accord, de monter un dossier à Sylvact pour que vous puissiez bénéficier de l'aide au reboisement. Mais ce n'est pas le genre de choses qui sont normalement dans les pratiques courantes, dans la mesure où ça encourage aussi des propriétaires à vendre des sols de bois après coupe rase, ce qui n'est pas forcément une démarche des plus vertueuses. Voilà. Après, sinon, vous pouvez quand même anticiper éventuellement les travaux que vous voulez faire, si c'est d'autres travaux. Mais voilà, le dispositif est pour 3 ans, donc normalement, vous pourrez quand même faire votre demande quand vous serez bien propriétaire. Voilà. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Monsieur Martin, voilà, prenez la parole. Dans le chat, je vois une question, je la reprends à mon compte un petit peu. Est-ce que la plantation d'essences plus résistantes au réchauffement climatique a été étudiée? Est-ce que ce thème est pris en compte? Je ne l'avais pas vu. Oui, la plantation, on peut venir enrichir pas que avec des essences autochtones selon les cas. C'est limité dans les sapinières qui sont aujourd'hui en bonne santé.
les aides Silvac se limitent aux essences autochtones. Si on commence à avoir du dépérissement dans ces sapinières, on entre dans le dispositif spécifique des sapinières hors station, confirmé par le diagnostic. Là, on va pouvoir commencer à introduire d'autres essences, à condition qu'elles soient listées dans la liste MFR de la région. Sur les dispositifs d'enrichissement ou de reboisement dans les plantations résineuses, c'est la même chose. On peut tout à fait commencer à anticiper, et il le faut d'ailleurs quand on repart à zéro, surtout après une coupe rase, commencer concrètement à réfléchir à ces questions-là. L'idée de Silvac étant d'accompagner des transitions progressives autant que possible, donc de ne pas faire des coupes rases par anticipation quand on n'a que quelques arbres dépérissants. Mais d'essayer d'aller un petit peu plus progressivement, parce que si on coupe tous nos sapinières, on risque d'engorger un petit peu le marché du sapin qui ne se vend déjà pas extrêmement cher ces derniers temps. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je vois qu'il y a des mains qui se lèvent. Et je ne vois pas qui, donc n'hésitez pas à prendre la parole indirectement. Parce que je n'arrive pas à voir tout le monde d'un coup, vous êtes trop, trop nombreux. Ah, une question sur la liste des gestionnaires qui n'est pas sur le site, en effet. Il faut que je l'ajoute parce que j'ai fait deux, trois petits ajouts, deux, trois petites modifications de coordonnées qui m'ont été demandées. Il faut que je la mette. Sinon, en attendant, vous pouvez me la demander aussi. Mais je la mettrai en ligne. Merci pour cette remarque. Je l'avais un peu oubliée. Monsieur Charroin, si vous pouvez ouvrir votre micro. Vous passez la souris sur l'écran et il y a un micro qui apparaît. Je vais essayer de vous l'ouvrir. Sinon, peut-être pour finir sur cette liste des gestionnaires, elle se veut être la plus exhaustive possible. Il y a peut-être des oublis. On a travaillé avec la liste des experts, on a travaillé avec les listes des coopératives, on a essayé de contacter un maximum de personnes. Si vous constatez qu'un gestionnaire n'est pas dessus, c'est pas volontaire, ça peut être un oubli. Après, on parle bien de gestionnaire, de professionnels de la gestion forestière, et pas de quelqu'un qui a juste des compétences, qui peut être le cas de beaucoup d'entrepreneurs de travaux forestiers, par exemple, ou de scieurs. Là, ce qui est demandé par Silvac, c'est que ce soit des professionnels répertoriés pour la partie gestion forestière. Je vais essayer de vous ouvrir le micro. Je vois plus de main levée. Je vois que Monsieur Marsa a la main levée. Vous pouvez prendre la parole. Non, au contraire, j'ai essayé de la baisser, je crois. Ah. Il faut cliquer sur la main pour la baisser, simplement. Voilà, vous recliquez sur le même logo, elle va s'enlever. Alors, ça devrait être parti. Là, j'ai cliqué, mais je la vois toujours, moi. Enfin, considérez qu'elle n'y est pas. Je fais... Merci. Voilà, c'est bon. Alors, je vois qu'il y a des questions qui arrivent sur le chat, donc je vais rebasculer sur le chat. Protection dégâts de gibier, est-ce que c'est pris en compte? Alors, sur les protections de gibier, oui, c'est pris en compte. Sur les aides enrichissement, je peux revenir peut-être sur les diapositives, ce sera plus simple. Globalement, c'est la même chose pour les trois. Donc, on a bien tout ce qui est potet, fourniture, mise en place des plans, protection gibier, dont répulsif homologué. L'ILOB, c'est pas prévu dans les aides. Est-ce qu'il y a un cahier des charges précis respecté sur le nombre de plans à protéger? Pas forcément. Voilà, c'est après votre stratégie à vous, mais d'ailleurs, vous pouvez choisir de ne pas le faire si vous ne souhaitez pas. Après, il y a aussi dans le diagnostic, s'il y a des choses particulières ou des risques particuliers sur votre massif, ça peut être des choses à remonter dans le diagnostic pour justifier aussi de protéger tous les plans si besoin, mais sinon, c'est laissé à votre appréciation et à celle de votre gestionnaire qui vous accompagne pour faire les meilleurs choix possibles. Nous avons une question de Védrine. Oui. Allez-y. Oui, bonjour.
Voilà, je me présente, Mireille Védrine. Je voulais vous demander, vous avez parlé de propriétaires forestiers citoyens. Et je me pose la question, je suis actuellement malheureusement sur une commune qui n'est pas adhérente au parc naturel du Livradois. Et là, je ne peux pas bénéficier des aides Sylvact qui sont très intéressantes. Je voulais savoir si vous pouvez donner une dérogation dans ces cas-là, sachant que je vais reboiser l'automne prochain. Alors, du coup, je ne sais pas si je me suis bien exprimée sur la question citoyen. C'était des financeurs qui peuvent être des citoyens, D'accord. versés à Sylvact. Mais non, les aides, en fait, le fonctionnement est assez simple. Il y a un périmètre qui est défini, qui est effectivement celui des communes adhérentes qui ont approuvé la charte du parc. Hein. Donc, ça ne marche pas non plus sur les communes qui sont dans le périmètre d'études mais qui n'ont pas adhéré ou approuvé la charte du parc. Hein. On a aussi des propriétaires malheureusement dans ce cas-là. Tout simplement parce qu'il y a un montant d'animation qui n'est pas négligeable, qui est financé par aussi nos communes adhérentes, nos communautés de communes adhérentes. Et l'adhésion à Sylvact, le coût d'adhésion à l'association pour animer un PST qui est aussi supporté par le parc et donc indirectement par nos communes adhérentes. Donc il n'y a pas de possibilité de d'autres forêts. Justement, j'ai du mal à comprendre. Je connais bien le maire de cette commune, hein, puisque ma famille avait des bois là-bas. Je connais bien le maire et il y a une contradiction parce que c'est une commune forestière de 1827 hectares, c'est pas énorme bien sûr, 64 habitants, dont 1500 hectares boisés. Je considère que la commune en tire une ressource assez conséquente par le biais des taxes foncières des propriétés non bâties. Dans ces cas-là, je pense qu'elle aurait pu faire l'effort, elle pourrait faire l'effort de participer à l'adhésion, enfin financièrement, puisque ce sont les propriétaires forestiers qui finance beaucoup le budget de cette commune. Alors, je parle de la commune de Chassignol 43, à savoir, il y a à côté Saint-Vert, qui n'adhère pas également, et dans le Puy-de-Dôme, Saint-Martin-d'Olière. Voilà. Donc, ce sont 3 maires qui se sont, je pense, historiquement, qui sont un peu ligués contre le parc. Je connais les raisons, je ne les donnerai pas, mais c'est quand même dommage pour les propriétaires forestiers, sachant qu'un conseil municipal, pour moi, aurait pu utiliser une concertation auprès des propriétaires forestiers quand même. Il n'a pas à décider tout seul ça nous bloque énormément. Voilà. Nous sommes conscients, Madame Védrine, de votre blocage. Comme vous a expliqué Morgane, donc l'idée n'est absolument pas de faire de dérogation, ni voilà, il y a eu un mode d'emploi voilà, qui a été mis en place. Et concernant les 3 communes que vous venez de nommer, elles ont été, suite à la nouvelle installation du conseil municipal en 2020, elles ont été visitées de façon à pouvoir revenir au niveau du parc, puisque Morgane vous a expliqué que certaines communes étaient en cours de labellisation. Donc, ces communes ont bien été aussi visitées. Donc, elles ont confirmé leur choix de ne pas rentrer. Et lors de cette visite, qui était donc entre élus et techniciens, il y avait techniciens aussi, a bien été précisé et expliquer le dispositif Sylvact et l'intérêt pour les propriétaires. Après, ça n'est plus c'est plus à notre ressort, à notre niveau. Alors, pour la petite histoire, je suis venue à votre réunion à la Chaise-Dieu il y a quelques années et j'en avais parlé au maire de Chassignol qui était très intéressé, qui est venu lui-même. Alors, à titre personnel peut-être, mais il n'a peut-être pas compris qu'il ne pouvait pas bénéficier des aides de Sylvact. C'est ce qui m'embarrasse beaucoup, moi. Alors, je voulais dire aussi que ce maire de Chassignol est président de l'association des communes forestières de la Haute-Loire. Je ne comprends pas. Il faut monter une liste contre. Après, voilà, c'est des choix politiques. Je ne peux pas mieux vous dire, Madame Védrine. Tout ce que vous dites, je le connais. Je l'ai rencontré plusieurs fois, Michel. Voilà, on a discuté, on a rediscuté. Oui. Il m'avait dit qu'il adhérait. Alors, bien sûr, c'est un conseil municipal. Écoutez,
Mais Je sais. les conseils municipaux ils sont tous propriétaires forestiers, donc. Pas d'autres questions. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Voilà. Désolée que du coup, voilà, vous soyez coincé pour des raisons. Eh ben, écoutez, étant donné, moi je suis un peu, ce qui m'interpelle, c'est qu'on passe beaucoup de temps à monter des dossiers et le plan de relance, j'ai pas droit. La reforestation, je peux peut-être y avoir droit. Les aides de la région, peut-être. Les aides du conseil départemental, les aides de la Comcom d'Ozon. Je trouve qu'il y a beaucoup d'aides. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas une harmonisation de toutes ces aides et que ce soit aussi simplifié, bien entendu. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Votre écoute. Merci pour votre intervention et d'avoir partagé aussi vos réflexions. Vous n'êtes pas la seule concernée hein, dans ce genre de cas. À savoir aussi qu'on a des propriétaires qui habitent dans des communes hors parc, dont les forêts sont sur le parc. Donc là, je précise aussi que pour cela, il n'y a pas, le blocage n'existe pas. On regarde vraiment la commune de situation de la parcelle. Je vois qu'il y a des mains qui se lèvent. Et de revenir sur les participants pour voir qui. Non, il n'y en a pas d'autres. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces aides, particulièrement sur un point du dispositif? M. Guillot a levé la main. Allez-y. Moi, je voudrais juste avoir comment on définit un sol non portant pour le débernage alternatif? C'est l'expert forestier qui définit ça? Voilà, au niveau de votre diagnostic, vous avez toute une série d'informations qui vous sont demandées par rapport à la qualité du sol. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que vous confirmez que dans votre cas, vous n'avez pas la possibilité, sans faire de dégâts, parce qu'on peut toujours, quand on veut, on peut, mais que vous n'avez pas possibilité de faire avec du matériel ou des techniques classiques et que vous allez avoir, vous, un déficit, qu'en tout cas, ça va vous coûter de l'argent, puisque malheureusement, il y a eu beaucoup la question, on a tourné la chose dans tous les sens. Silvac ne peut pas, avec son statut, financer des opérations qui vont être bénéficiaires pour des propriétaires. Donc, il faut déjà que vous ayez le diagnostic qui établit un petit peu ce que vous rapporterez à la coupe au niveau de la vente du bois, ce que va vous coûter le débardage par des techniques alternatives, comparativement à ce qui vous aurait coûté aussi éventuellement avec des techniques classiques, et montrer que ce débardage va aller sur quelque chose de déficitaire pour vous. Il vous restera toujours à charge 30% du déficit hors taxe. Voilà, dans tous les cas, si vous récupérez la TVA, ça limite un peu, mais malheureusement, il n'y a pas eu de possibilité de trouver un moyen pour que l'opération soit totalement financée, qu'elle ne vous coûte rien à vous derrière. Ok, merci. Voilà, on a Marion du SEN qui réagit en expliquant aussi que les zones humides font partie, bien sûr, de ces sols non portants et que le Conservatoire d'espaces naturels d'Auvergne a des inventaires disponibles qui peuvent aussi permettre d'appuyer votre diagnostic rapidement pour montrer que vous êtes dans ces zones-là. Donc, merci Marion pour cette précision. On en a aussi au niveau du parc pour tout ce qui est bassin versant de la Dore. On a des zones humides identifiées. Les cartes sont disponibles aussi. Donc, si vous avez des hésitations, on peut voir ça avec mes collègues et regarder si vous rentrez directement dans les zones identifiées. Voilà, on a dépassé légèrement. Pas trop. On a été pas trop mauvais. Si vous avez une ou deux autres questions, on peut encore les prendre. Et puis pour les autres, ça peut venir plus tard, les questions, à la lecture des documents, reprendre tout ça à tête reposée. Et pour tous vos cas particuliers, je répète que je me tiens à votre disposition. Je vais vous remettre mes coordonnées. Vous avez éventuellement de les noter, mais
Je ne les ai pas mises, donc c'est une erreur, avec mes excuses. Mais vous les retrouverez sur le site internet du parc, sur les documents qui vous sont proposés pour Ils Sylvain. étaient sur l'invitation, Morgane. Parfait, merci. Donc, si vous vous connectez via l'invitation, vous avez mes coordonnées, mail, téléphone, donc n'hésitez pas à poser vos questions, parce que là, effectivement, on est en plus en enregistrement, donc des fois, on n'a pas trop envie non plus de poser ces cas un peu personnels sur des choses enregistrées. Donc, là, n'hésitez vraiment pas à revenir vers moi. On pourra discuter de votre cas et de votre projet. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à aller directement vers vos gestionnaires qui connaissent le dispositif maintenant et qui peuvent aussi vous renseigner ou revenir vers moi pour qu'on en discute pour plusieurs personnes en même temps. Voilà. Voilà, et Morgane, juste un petit mot pour vous remercier, bien sûr, ainsi que Nathalie, de cette formidable présentation. Pendant votre présentation, on a été à 100, hein, donc on vous a tous bien écoutés. Toutes vos présentations que vous nous enverrez, on les mettra sur notre site France Sylva 63 avec Pierre Fauché, on le mettra dans France Sylva 42 avec Jacques Régis Descours et ses équipes. Et bien sûr, pour la Haute-Loire, on le mettra sur le département de la Haute-Loire. Donc, toutes les personnes qui veulent retrouver les documents, on les retrouvera sur francesilva.fr dans les 3 départements concernés. Voilà, en vous remerciant, voilà, et vous souhaitant, bien sûr, une bonne soirée. Voilà, et puis bonne soirée aussi à vous. Merci. Un petit mot pour vous remercier de cette initiative et de préciser aussi pour les propriétaires qui sont moins à l'aise avec le numérique, on organisera des réunions physiques sur le territoire avec les associations éventuellement qui le souhaitent. Il n'y a pas de souci. Voilà. Merci en tout cas à vous pour cette initiative du webinaire. Et bonne soirée à tout le monde.